Bonjour et bienvenue à la télé de Lyon pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler des peurs. Mais avant cela, bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de te retrouver et on va pouvoir aujourd'hui évoquer ensemble les peurs. On en a énormément, chacun et chacune. Et malheureusement, parfois, ça nous freine au lieu de nous permettre de nous mettre en action. Alors pour cela, on va rencontrer aujourd'hui Gaëlle Duc qui va donc venir nous parler de ce sujet. Et donc, on accueille Gaëlle immédiatement sur le plateau. Ravie de te recevoir. Bonjour Gaëlle. Bonjour Nathalie, bonjour Isabelle. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Eh ben, on est ravis de te recevoir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler des peurs, est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre auditoire et puis nous partager vite fait ton parcours ? Avec plaisir. Alors donc, je suis Gaëlle Duc, j'ai 45 ans. J'ai démarré au tout départ par une formation en école de commerce internationale qui était plutôt à viser à l'international. Et j'ai ensuite intégré donc Nestlé France où j'ai travaillé au service export. Pendant quelques années, très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas du tout à ma place. Et donc j'ai démissionné, j'ai quitté cette entreprise pour entamer une reconversion et je suis allée travailler d'abord dans un centre de formation pour adultes et puis ensuite dans l'insertion professionnelle où j'ai fait une petite carrière pendant quelques années. J'ai fini par prendre la direction d'une structure et manager une trentaine de personnes. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, de nouveau, j'étais pas à ma place. Voilà. Le management ne m'intéressait pas. Je me sentais très éloignée de l'être humain. Et voilà, c'était pas quelque chose qui me convenait. Donc, cette fois-ci, j'ai négocié mon départ et j'ai fait un deuxième bilan de compétences qui avait confirmé ce que je pressentais et ce qui était sorti déjà lors de mon premier bilan de compétences, à savoir que j'étais faite pour accompagner l'être humain. Et il y avait déjà une dimension entrepreneuriale très, très forte qui ressortait. J'ai alors décidé de me former et de créer ma propre entreprise. Et ça, c'était en 2016. Je me suis formée au bilan de compétences. Et puis, j'ai lancé AEM à ce moment-là. D'accord. Alors justement, tu as lancé en fait ta première activité d'indépendante après de nombreuses années dans le salariat. Est-ce qu'il y a eu un moment spécifique où tu as su que tu devais en fait surmonter peut-être un certain nombre de peurs, te mettre à l'action? Et puis, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te dire, allez, cette fois-ci, j'y vais, c'est pour moi? Alors, je pense qu'au final, j'ai toujours su que je voulais monter ma société, mon entreprise. Je voulais être mon propre patron. Mon premier bilan de compétences à 27 ans révélait que déjà, cet entrepreneuriat était très fort chez moi, mais je ne me sentais pas prête. Donc, ça a mûri tranquillement. Et puis, lorsque j'ai quitté mon poste de direction, un jour, lors d'un déjeuner avec des amis, 2 amies, dont une que j'avais accompagnée de façon très amicale et sympathique dans sa reconversion et sa volonté d'évolution professionnelle, m'a interpellée en me disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne te fais pas rémunérer pour faire ça? Tu fais ça tellement bien, ça paraît évident. » Et j'ai dit, mais ça va pas, c'est une idée folle, je suis pas prête. Et mon autre ami qui déjeunait avec nous, il m'a dit, t'es pas capable de le faire. Et ce jour-là, il m'a piqué. Et là, j'ai dit, ah ouais, tu dis ça, tu penses ça, eh ben tu vas voir. Du coup, ça a été un déclencheur. J'ai pris le temps d'y réfléchir tranquillement. Et puis, ça a été vraiment le moment de cette nouvelle aventure. Pour moi, voilà, c'était décidé à ce moment-là. Le deuxième bilan avait confirmé cet entrepreneuriat de nouveau. Je me suis dit, bon, allez, c'est évident, t'as rien à perdre, vas-y. Il faut y aller. Il faut y aller. Ok, donc effectivement, il fallait te piquer pour que tu surmontes cette peur de finalement facturer des prestations que tu faisais de manière naturelle, gratuitement. C'est ça. Il a fallu que je travaille aussi sur ma légitimité par rapport à ça. Et puis que j'accepte de me faire payer pour quelque chose que je trouvais relativement facile. Alors, ça peut paraître curieux, mais oui, ça avait une valeur. Et mettre une valeur derrière quelque chose qui me plaisait, ça a été une belle aventure. Et aujourd'hui, ça reste une très belle aventure humaine et professionnelle pour moi.
Bon, c'est super, effectivement, et ça a bien évolué depuis ton lancement. Est-ce que forcément tu as ressenti des doutes, tu as ressenti de l'incertitude? Comment tu as géré en fait tous ces aspects un petit peu, toutes ces émotions un petit peu négatives? Alors, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, en fait, ça a été le fait d'être extrêmement bien entourée. J'ai eu des gens qui ont cru en moi, ma famille, bien sûr, et mes amis, ces fameux amis qui ont été là. Ça, c'était sur l'entourage et sur la partie personnelle. Je pense que c'est fondamental pour nous aider à surmonter les peurs, ce soutien qu'on peut avoir. Ensuite, j'ai intégré une couveuse d'entreprise. Donc, c'est une structure qui m'a permis de tester mon activité dans la réalité sans être obligée de m'immatriculer. Donc je n'avais pas d'existence juridique. Donc au final, j'avais rien à perdre, j'existais même pas. Mais par contre, je pouvais déjà vivre de mon activité et facturer cette activité. Donc pendant 6 mois, j'ai pu tester, avancer tranquillement à mon rythme, avec des conseils. Et puis ensuite, je me suis immatriculée et AEM a existé de façon légale et officielle. Donc ça a été la première chose. Et puis je pense que ce qui a été important pour moi, ça a été de rien prendre au sérieux. Travailler sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux, en mesurant chaque risque, en se disant au final, voilà, si je fais ça, quels risques je prends, quelles peuvent en être les conséquences, et de relativiser tout ça en se disant il n'y a rien de grave. Au final, même si ça marche pas, ce sera que mon ego, et ça, je m'en remettrai, c'est pas bien grave. C'est vrai que je dis souvent, effectivement, en tout cas aux mamans que j'accompagne dans la communauté, je leur dis souvent, on ne sauve pas des vies. Pour le coup, nous, on fait que de la communication digitale, mais voilà, il faut relativiser. Il n'y a pas de risque majeur, même s'il y a une erreur, même si on n'a pas super bien fait, même si finalement on aurait pu faire mieux. On apprend de nos erreurs aussi, c'est ce qui nous permet de grandir, en fait, tout simplement. Oui, et je pense que même encore aujourd'hui, ça fait donc bientôt 8 ans qu'AEM existe, je me trompe encore, j'ai encore des peurs et des doutes. Et quand ça m'arrive, je m'appuie sur ce que j'ai déjà fait avant, en me disant, là, tu as eu peur, et pourtant, ça s'est bien passé. Donc, je me remémore toujours les réussites que j'ai pu avoir et je m'appuie dessus en me disant, écoute, ça s'est bien passé cette fois-là, pourquoi ça se passerait mal cette fois-là? Toujours dans cet esprit plutôt positif et optimiste en m'appuyant sur les réussites du passé. Ah oui, ça c'est une très bonne chose, effectivement, de dire j'ai eu peur dans telle situation, j'ai surmonté et finalement je suis allée plus loin. Alors justement, en termes d'échecs ou d'obstacles que tu as dû rencontrer lorsque tu t'es lancé ou même là plus récemment, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'échec ou d'obstacle que tu as réussi à surmonter et qui t'a permis finalement de renforcer un peu ton état d'esprit, celui que tu nous partages aujourd'hui? Alors, des échecs, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais j'en ai pas connu. Alors, j'ai eu cette chance extraordinaire de pas connaître d'échecs, mais je pense aussi parce que j'ai toujours relativisé les enjeux. Je les ai jamais mis très haut. Et c'est ce qui m'a permis justement de pas me prendre vulgairement une grande claque, en fait. Donc d'avancer pas à pas. Ma devise, c'est un jour à la fois. Donc on prend les choses au fur et à mesure. J'ai saisi chacune des opportunités de façon positive en me disant ça reste une aventure. Et en prenant les choses au fur et à mesure, je pense que c'est ça l'important. Pour autant, j'ai eu un gros obstacle, c'est que je n'avais pas de local au démarrage pour pouvoir recevoir les gens, ce qui était compliqué. Et là, du coup, j'ai fait jouer mon réseau. Alors, c'est pas venu tout de suite. Et c'est peut-être cette frustration-là qu'il a fallu gérer en me disant tu commences petit, ne pas vouloir voir trop grand dès le départ et accepter de démarrer un jour à la fois, une étape après l'autre. Et puis ça s'est fait quand le bon moment est arrivé. J'ai pu effectivement prendre un local avec une collègue que j'ai d'abord partagé. Et puis ensuite, quand le moment a été là, j'ai pris mes propres locaux et ça a grandi petit à petit. Donc je dirais que les peurs, elles viennent aussi en fonction du niveau de l'objectif. Donc j'allais relativiser les objectifs et ne pas vouloir voir trop grand. Je pense que c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir évoluer sereinement et tranquillement. Oui, on appelle ça souvent la méthode des petits pas. Exactement. Ou la méthode de Kaizen, je crois, qui permet sur un objectif beaucoup plus important de se dire d'abord je vais faire ça, puis après ça, puis après ça. Et finalement, ça fait quand même beaucoup moins peur. Exactement. Un jour à la fois. Exactement. C'est vrai que c'est une bonne astuce. Alors, certaines entrepreneurs, plus que des entrepreneurs masculins, en fait, c'est surtout chez les femmes, on a un peu ce syndrome de l'imposteur, cette peur de ne pas savoir faire, cette peur de ne pas y arriver, de ne pas être assez compétente, pas assez qualifiée. Enfin, voilà, plein de peurs qui, bien souvent, en fait, ne sont pas du tout réalistes. En fait, c'est vraiment des images dans notre esprit qui nous freinent, finalement. Et qui font que certains entrepreneurs ne se lancent pas ou certaines femmes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat de peur de ne pas y arriver.
comment toi, tu as développé justement ta confiance en toi et tes compétences pour éviter ce syndrome de l'imposteur? Alors, je dirais que c'est pas venu tout de suite, hein, je vous rassure. C'est venu petit à petit. Comme je vous disais, donc l'importance de pouvoir célébrer et de fêter chacune des réussites. Pour moi, c'est la clé de l'entrepreneuriat, masculin ou féminin, mais chez les femmes particulièrement. Je pense que c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer et puis surtout de s'appuyer sur un réseau, quel qu'il soit. Vous avez cette chance à la Tribu Digitale d'avoir cette communauté puissante et Nathalie, tu incarnes très très bien et que tu portes. Et je pense que c'est vraiment une grande force. J'ai moi-même développé un réseau de femmes entrepreneuses, justement pour pouvoir se soutenir et s'aider. Je pense qu'entre femmes, avec nos problématiques du féminin et dans nos vies aujourd'hui, et de femmes et d'entrepreneuses, ça nous aide. Et de voir qu'on a toutes des difficultés et qu'on peut échanger. Et c'est ce qui fait qu'on se rend compte qu'on a toutes des difficultés, qu'on les a surmontées, qu'on peut aussi se partager les trucs et les astuces des unes et des autres, et se rendre compte qu'on n'est pas toutes seules et qu'on a toutes ce même ressenti. Et puis je pense qu'il est fondamental en tant qu'entrepreneur de continuer à se former. Très important tout au long de sa carrière professionnelle et de l'évolution de son entreprise, de continuer à rencontrer des gens qui font le même métier que nous, mais aussi d'autres métiers, de se nourrir de toutes les expériences. Et je pense que c'est ça qui nous permet au fur et à mesure de pouvoir gagner en compétences et de se rendre compte du travail qu'on fait. Et tous les ans, je vous donnerai un petit truc, je fais mon propre comité de direction. Donc voilà, je rédige tous les ans mes objectifs pour l'année suivante. Je fais le bilan de mon activité. Et tous les ans, je me mets les objectifs pour l'année prochaine. En tirant ce fameux bilan, je me rends compte de tout ce que j'ai accompli. Et c'est ce qui me donne la force de pouvoir continuer à avancer en me disant « t'as quand même fait tout ça. Et c'est quand même génial. » Ça m'apporte de la fierté et beaucoup de satisfaction. Et je pense que c'est ce qui m'aide aujourd'hui à me dire que je suis à ma bonne place et à ma juste place. Donc oui, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que lorsqu'on est solopreneur, lorsqu'on a une entreprise avec des salariés, des personnes à la direction, on n'a pas le choix, on doit faire ce comité. Mais effectivement, lorsqu'on est solopreneur, on avance, on se pose pas la question. Ça peut être effectivement une bonne astuce de se dire, je prends un temps pour regarder un peu tout ce que j'ai fait sur les 12 derniers mois, à la fois mes réussites et puis à la fois aussi les problématiques que j'ai rencontrées, comment j'ai réussi à passer outre. Et puis, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Quels sont mes objectifs? Ça permet de donner quand même un cadre et puis une vision de là où on veut aller. Je me permettrai de nuancer en vous disant aussi qu'il n'y a pas de petits objectifs. On n'est pas obligé de se mettre des gros objectifs, mais des petits objectifs et de se rendre compte qu'en fin d'année, au final, on les a atteints. Et ça, c'est une vraie satisfaction et ça nous donne de l'énergie pour l'année suivante. C'est vrai, effectivement. Et de toute façon, les objectifs les plus importants, c'est ceux qui nous conviennent à nous. Et ça ne conviendra peut-être pas à la voisine ou au voisin, mais ce sont les nôtres. Donc, il faut faire par rapport à nous et pas par rapport à ce que le marché va dire ou va mettre en avant et en lumière. Tout à fait d'accord avec vous, Nathalie. Alors, est-ce que tu as justement des conseils avant de passer à la capsule aujourd'hui? On va avoir des mots d'enfant. Est-ce que tu aurais quelques conseils en fait à partager justement avec les personnes qui vont nous écouter pour réussir à dépasser ses peurs et lancer son activité si c'est un rêve pour pouvoir réaliser justement sa vie rêvée? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord d'avoir envie et une vraie envie. Tant que vous n'avez pas vraiment envie, ça va être compliqué. Mais si vous avez envie, je pense qu'on peut surmonter tous les obstacles quand on est bien entouré. Savoir bien s'entourer avec sa famille, avec ses amis, avec des professionnels également. Ça, c'est pour moi fondamental et extrêmement important. Fêter chacune des étapes franchies, même la plus petite. Alors je dis souvent une bouteille, 3 cacahuètes, avec modération. Mais toutes les étapes sont importantes à célébrer, à les fêter. C'est ce qui nous rend fiers de nous et c'est ce qui nous aide à avancer. Faire ce bilan annuel, ça aussi je pense que c'est important pour toujours avoir cet œil dans le rétroviseur et pouvoir mesurer tout le chemin parcouru et mesurer les risques que l'on prend. Qu'est-ce qui se passe? Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Rien. Eh bien c'est chouette et ça nous permet d'avancer pour la suite. Toujours se mettre dans cette perspective du « et au pire, qu'est-ce qui se passe ?» Et on se rendra compte qu'effectivement, il ne se passera pas grand-chose et que ça vaut le coup de tenter l'aventure. La dernière chose que je vous dirais, être entrepreneur, c'est du travail. Donc, ça tendra beaucoup travailler, ça c'est sûr et certain, d'où l'importance d'aimer ce qu'on fait. Et développer une capacité d'organisation parce qu'un projet en amène un autre, qui en amène un autre. Et c'est super de pouvoir saisir toutes ces opportunités, mais ça demande un petit peu d'organisation. Et puis en plus, si on est maman, encore plus d'organisation pour pouvoir gérer sa vie familiale et sa vie professionnelle.
Effectivement. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Gaëlle. Alors on va retrouver aujourd'hui, donc comme je le disais, une petite capsule avec des mots d'enfants. Les enfants vont nous parler de leurs propres peurs. On se retrouve juste après. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui je vais vous parler de la peur. Il y a quelque temps, je voulais faire comme mes frères et sœurs. Nous étions partis en vacances et je voulais monter à l'escalade. Un mur très très haut. Mais au moment de monter, j'ai eu peur. Alors maman m'a donné de tout petits objectifs qui m'ont permis de monter, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, jusqu'au du mur. Alors mon conseil pour vous, c'est lorsque vous avez peur de ne pas laisser la peur vous paralyser et de vous fixer des petits objectifs intermédiaires qui font beaucoup moins peur et qui vous permettent d'avancer. Alors chers auditeurs, chères auditrices, n'ayez pas peur, foncez! Bon, et ben voilà, alors qu'est-ce que vous avez pensé d'Elsa qui raconte ses peurs liées à l'escalade? Alors moi j'adore les mots d'enfants parce que c'est vrai qu'ils arrivent à exprimer quelque chose et à sortir d'une situation où un adulte serait resté bloqué peut-être pendant des mois et voire des années, et puis eux avec une spontanéité incroyable, et ben, ils passent à l'étape suivante et moi je trouve ça fabuleux, on a beaucoup à apprendre d'eux. Et c'est vrai que là, en plus, elle a réussi avec juste des petits pas, Exactement. finalement, à faire comme ses frères et sœurs. Mm. Alors, Isabelle, je te laisse le mot de la fin. On va passer à la rubrique des conseils. Pour cette séquence conseil, donc Gaëlle a déjà donné pas mal de pistes. Moi, j'ai envie d'être un peu plus provocatrice. On aime ça sur la télévision. C'est comme ça. Et parce que pour moi, quand on est une femme entrepreneur actuellement dans notre société, quelque part on est féministe. Même si on n'ose pas le dire, mais on est féministe parce que autour de nous, on a beaucoup de stéréotypes de genre et qui nous impactent et qui finalement transpirent en nous et dans nos actions. Et pour moi, c'est essentiel de les casser. Pour déjà se rendre compte qu'on aurait beaucoup moins peur s'il n'existait pas. Donc, par exemple, je vais vous donner deux exemples concrets. On entend souvent que les femmes sont plus émotionnelles, un peu moins rationnelles, et que du coup, pour diriger une entreprise, elles vont prendre des décisions moins réalistes, un peu plus avec le cœur, et que du coup, elles ne vont pas avoir un leadership aussi plus naturel, où leurs décisions vont être un peu moins pertinentes. Donc ça, on oublie déjà. Ensuite, on entend aussi souvent oui, les femmes qui réussissent, ça existe. J'en connais une, deux, mais ça reste des exceptions. Et en partant de ce principe-là, forcément, on se dit que c'est une femme qui réussit, c'est une exception. Donc, moi, je ne vais pas être cette exception-là parce que derrière, on en a parlé, l'imposteur, je ne vais pas avoir assez de compétences, je ne vais pas avoir assez de temps, je ne suis pas à ma place. Plein de raisons qui font que je ne vais pas réussir. Et au final, il y a 4 choses vraiment essentielles pour casser un peu ces peurs autour des stéréotypes. Déjà, c'est les rejeter, ceux qui sont vraiment les principaux, qui sont vraiment inscrits dans notre société. Et on ne s'en rend pas forcément compte, mais on nous les répète tellement inconsciemment ou consciemment que on va se dire, par exemple, j'ose pas parler parce que devant un groupe d'hommes, parfois une femme entrepreneur se retrouve assez facilement au milieu d'un groupe d'hommes. Et faut qu'elle ose parler, prendre sa voix, affirmer en fait ce qu'elle pense, affirmer ses décisions.
et ne pas rester un petit peu dans quand les hommes auront fini de parler, je parlerai. Non. Vous avez de la valeur, vous avez des choses importantes à dire, vous avez une perspective aussi qu'un homme ne pourrait pas avoir. Et donc ça, c'est important vraiment de l'avoir bien en tête. Deuxième chose par rapport aux peurs, c'est que pour surmonter ces peurs, il faut déjà les connaître. Et là, je pense que typiquement dans les bilans de compétences, c'est quelque chose qui doit être bien évoqué. Et en fait, des fois on dit j'ai peur, mais derrière ces peurs, ce sont des inquiétudes plus profondes. Par exemple, si on parle de j'ai peur de réussir, mais parce qu'au final, ou j'ai peur de rater, je vais commencer peut-être plutôt par celle-ci, j'ai peur de rater. Mais est-ce que c'est l'inquiétude, j'ai peur de rater parce que finalement je vais décevoir les gens? Si je rate, je vais décevoir ma famille, mes enfants, mes proches, mon entourage. Est-ce que j'ai peur finalement de moi, je m'étais fixé des objectifs et du coup, si je ne réussis pas, mon estime de moi-même va baisser. Donc, si cette peur, elle est vraiment plus liée à l'estime de soi ou plus liée à l'estime des autres, voilà, c'est pas le même travail qu'on va faire sur soi. Et alors, ça paraît un peu paradoxal parce qu'on dit on a peur de rater. Et il y a énormément aussi, on nous le voit très souvent chez nos mamans de la tribu digitale, beaucoup de peur de réussir. Parce que si on réussit, forcément, on va changer de vie. On va peut-être sortir d'une routine qui nous allait bien, même si on n'était pas entièrement heureuse avec cette routine. La peur de réussir parce que si on réussit, on aura peut-être plus de responsabilités. Est-ce que j'aurai toujours le temps de faire mon sport, de m'occuper de mes enfants? Et donc, cette peur d'avoir plus de pression aussi, finalement, voilà, c'est une inquiétude qui est cachée derrière cette peur de réussir. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Une fois qu'on a détecté la vraie nature de la peur, on peut travailler dessus. La troisième chose, alors on l'a déjà un peu parlé, mais c'est vraiment la puissance d'avoir un réseau solide autour de soi. Donc on parle de la famille, des amis, mais là moi j'ai vraiment envie d'insister sur le côté réseau professionnel parce que, on le disait tout à l'heure, dans les stéréotypes, on a l'impression qu'une femme entrepreneur qui réussit c'est une exception. En fait non, si on est bien entouré, qu'on a un réseau qui réussit, on va dire on n'est pas des exceptions. Et donc là, on est capable avec l'émulation aussi de partager aussi nos succès, de partager nos astuces, etc. Et donc ça, c'est vraiment essentiel de s'entourer d'un réseau d'entrepreneurs, mais je rajouterais aussi d'entrepreneurs féminins. Parce que, voilà, on a des problématiques peut-être qu'on n'ont pas forcément les hommes, une manière d'avancer qui n'est pas la même. Et donc, voilà, et puis, il y a un esprit aussi de sororité qui est très, très fort chez déjà chez les femmes, mais aussi d'autant plus sur les entrepreneurs féminins. Et ça, on le voit très, très bien à la tribu digitale parce qu'on a même créé un concept de sœurs d'action où là, du coup, c'est deux, trois personnes qui vont se mettre en action et qui, du coup, vont pouvoir s'épauler, savourer les succès, célébrer aussi avec une bouteille et 3 cacahuètes. J'ai bien aimé. Mais avec modération. Ah, voilà. Mais du coup, voilà. Et si une autre réussit, ça donne envie aux autres de réussir, de se dire, mais si elle a réussi, moi, je suis pareil, je peux réussir également. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis voilà, ça donne l'exemple à celles qui n'osent pas se lancer. Et voilà, plus on verra de femmes qui réussissent, plus elles oseront s'affirmer, se mettre en lumière, et plus on va casser les stéréotypes de genre. Et peut-être les peurs aussi, parce qu'on aura moins peur, voilà. Quand on verra beaucoup de personnes le faire, on se dira finalement, si les autres font, je suis capable de faire aussi. Exactement. Et dans ce réseau, au-delà on va dire des sœurs d'action, des entrepreneurs, je trouve que le rôle de mentor aussi est important. Et alors, ça peut être très important au début, mais pas que, parce qu'après, on a toujours des étapes dans son business. Et pour moi, c'est important d'avoir un mentor aussi à chaque étape de son parcours professionnel d'entrepreneuriat. Et là, on le voit, le rôle que joue Nathalie de mentor aussi, on voit des parcours qui explosent en fait grâce à ça. Et ça, c'est très, très, très puissant. Et le dernier conseil, et là, vraiment, encore une fois, je m'adresse aux mumpreneurs, entrepreneuses qui sont mamans. Souvent, encore une fois, dans les stéréotypes, on dit il faut sacrifier. Tu ne peux pas à la fois réussir professionnellement, avoir une carrière, une entreprise et une vie de famille épanouie.
Et là, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Enfin, voilà, donc ça nécessite de l'organisation, ça nécessite voilà, une planification des tâches, de faire quelque chose, mais c'est important quand même dès le départ de quand même poser des limites pour ne pas sacrifier son bien-être, donc que ce soit le sien qui est important, parce que quand on est entrepreneur, la principale ressource, c'est nous-mêmes. Donc si nous-mêmes, on est déjà au fond du trou en burn-out, la société clairement ne va pas avancer. Donc, il faut poser ses limites, et même si voilà, il y a des choses qui sont essentielles pour vous et qui vont vous faire du bien et vont vous permettre ensuite, du coup, de booster votre entreprise. Donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel pour éviter ce qu'on le voit malheureusement. Ça commence, on commence à le dire. C'était un peu tabou il y a encore quelques années. On disait l'entrepreneuriat, c'est magnifique, on fait ce qu'on veut, on est souple, on est flexible. Mais il y a de l'épuisement professionnel beaucoup chez les entrepreneurs, hommes et femmes. Donc, c'est pour moi important de le rappeler. On arrive à la petite conclusion. Alors, j'ai cherché beaucoup de citations. Il y en avait des tonnes. Je me suis dit, c'est pas un hasard s'il y a des tonnes de citations autour de la peur. C'est que vraiment, c'est quelque chose qui est universel. Voilà, c'est un signal de toute façon qui nous donne aussi de l'énergie. Alors, j'ai du mal à choisir, mais j'en ai pris 2. Voilà, parce que j'ai pas réussi à... J'en ai pris une féminine et une masculine, justement un petit peu aussi pour montrer la solidarité masculine. Donc la première, c'est une poétesse américano-égyptienne et qui dit que le doute tue beaucoup plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Tout à fait. Et la deuxième, de Nelson Mandela, que je ne présenterai pas, n'est-ce pas? Il dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Exactement, aussi. Je crois que tu es d'accord, Gaëlle. Oui, que rajouter à cela? Tout est dit. Eh ben, merci en tout cas à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Merci. Gaëlle d'avoir fait le déplacement. Merci Isabelle, puisque c'est pas la première fois que tu viens et on a toujours à cœur un grand plaisir de te recevoir. Cette émission arrive à son terme. On vous retrouve d'ici un mois pour parler d'un autre sujet d'actualité qui touche justement les femmes entrepreneurs. Je vous souhaite à chacune une très belle journée, après-midi ou soirée, et je vous retrouve d'ici 30 jours.